Scott, en ce qui concerne le Moyen-Orient, je pense que nous n'avons jamais imaginé qu'Israël attaquerait le Qatar, car le Qatar occupe une place très particulière dans la région. L'une des bases américaines les plus importantes se trouve au Qatar, et ce pays est l'un des principaux alliés des États-Unis au Moyen-Orient. Il semble qu'avec cette attaque, les Israéliens pensaient pouvoir frapper ou assassiner les dirigeants du Hamas. Voici ce qu'a déclaré l'ambassadeur israélien aux États-Unis sur Fox News. Les terroristes sont prévenus. Ils vont être éliminés. Monsieur l'ambassadeur, je comprends cela, ainsi que l'histoire. De toute évidence, Israël est constamment attaqué. Dans ce cas, les responsables qataris et la direction du Hamas affirment que vous n'avez pas atteint les cibles que vous recherchiez. Ils condamnent évidemment cette attaque comme une attaque à l'intérieur d'un pays allié des États-Unis. Les États-Unis ont exprimé leur inquiétude, estimant que cela n'a pas fait avancer les objectifs des États-Unis ou d'Israël. Et les États du Golfe, y compris l'Arabie saoudite, ont publié des déclarations de condamnation très fermes. Alors, avez-vous atteint les cibles que vous recherchiez? Si nous ne les avons pas eus cette fois-ci, nous les aurons la prochaine fois. Israël, sous la direction du Premier ministre Netanyahou, est en train de changer le visage du Moyen-Orient. Nous avons affaibli le Hezbollah, nous avons affaibli le Hamas, les Houthis et l'Iran, la tête du serpent qui dirige ses proxys dans le but de détruire Israël. Lorsque nous vaincrons ces proxys de l'Iran, lorsque nous vaincrons l'extrémisme islamique, cela profitera en réalité à nos voisins de la région qui sont modérés et souhaitent vivre en paix avec nous. Donc en ce moment, nous faisons peut-être l'objet de quelques critiques. Ils s'en remettront. Israël est en train de changer pour le mieux. La région est en train de changer pour le mieux, à mesure que nous éliminons ces ennemis de la paix et ces ennemis de la civilisation occidentale, les empêchant ainsi de mettre en œuvre le terrorisme. Je suis certain qu'Israël est en train de changer le visage du Moyen-Orient, mais je ne suis pas sûr qu'il le transforme d'une manière qui profite de ce qui se passe dans la région. Non, je veux dire, il s'agit d'une déclaration d'un criminel de guerre qui prend la parole pour défendre un crime de guerre. Il n'y a pas d'autre façon de qualifier ce qu'Israël a fait que comme un crime de guerre. C'est une violation du droit international. C'est une agression contre une nation souveraine. C'est en violation de la Charte des Nations Unies. Dans un monde réel, le Qatar saisirait le Conseil de sécurité et chercherait à mettre en œuvre l'obligation de la communauté internationale de venir en aide à une nation attaquée et ferait adopter par le Conseil de sécurité une résolution au titre du chapitre 7 autorisant des sanctions ou une réponse militaire pour contraindre une nation hors la loi. Et c'est exactement ce qu'est Israël sous toutes ses formes, une nation hors la loi. Et nous ne pouvons pas simplement considérer ce qui s'est passé ici comme un cas isolé. Il faut comprendre que cela fait partie intégrante d'un schéma de comportement auquel l'ambassadeur lui-même a fait allusion, qui voit Israël non seulement mener une attaque surprise, encore une fois, en violation du droit international, contre l'Iran, mais aussi assassiner la direction du Hezbollah à Beyrouth, une nation souveraine, tuer la direction du Yémen, une nation souveraine, des assassinats, et mener, vous savez, des attaques non provoquées contre d'autres nations, comme par exemple la Syrie. Et cela se déroule également dans le contexte général du conflit à Gaza, où Israël commet ce que tout le monde reconnaît, sauf peut-être les Israéliens eux-mêmes, comme des actes de génocide et des crimes de guerre au quotidien, d'une ampleur qui n'a pas été vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, c'est choquant que cet homme pense pouvoir s'en tirer ainsi, mais apparemment Israël va s'en sortir, parce que leur mentor, leur protecteur,
leurs gardiens, les États-Unis, ne feront rien. Et si les États-Unis ne font rien, je peux vous garantir qu'aucun pays du monde arabe ne fera quoi que ce soit. Mon Dieu, ce sont des gens qui restent silencieux face à un génocide en cours contre leurs frères arabes, le peuple palestinien. Vous pensez qu'ils vont se précipiter pour défendre le Qatar, une nation qui, vous savez, n'entretient déjà pas de très bonnes relations avec les États arabes du Golfe. Donc oui, Israël va s'en sortir. Mais l'idée que cela serve d'une manière ou d'une autre la cause d'Israël, non, ça ne fait qu'aggraver la situation pour Israël. Ils vont s'en sortir pour l'instant. Mais ce qui se passe, c'est qu'Israël ne dégrade pas le Hamas, mais lui-même. Israël commet simplement un acte de plus qui, dans l'esprit du reste du monde, renforce la réalité illégale de l'État israélien. Et un jour, tout cela rattrapera Israël. Je ne sais pas où sera M. Leiter quand cela arrivera. Je ne sais pas s'il sera encore en vie à ce moment-là. Mais un jour, l'État d'Israël cessera d'exister. Et ce qu'ils viennent de faire contre le Hamas et le Qatar sera l'une des nombreuses pierres qui constitueront le monument célébrant la disparition, la défaite de cette entité illégale qu'est l'État d'Israël. Il y a des rumeurs selon lesquelles les services de renseignement turcs auraient d'une manière ou d'une autre informé les dirigeants du Hamas de l'attaque imminente d'Israël. Selon la chaîne israélienne Channel 12, l'attaque israélienne contre la salle de négociation du Hamas à Doha a échoué parce que les dirigeants étaient partis prier, laissant leur téléphone derrière eux. Il semble donc que, dans leur esprit, la seule raison de l'échec, la raison principale, était qu'ils avaient quitté la salle pour aller prier. Mais après tout, Scott, quand on regarde la façon dont le Hamas négocie, ils sont en plein processus de négociation. Et je ne sais pas comment Donald Trump et l'administration américaine veulent être perçus au Moyen-Orient. Après tout, vous négociez avec les Iraniens et vous envoyez des Israéliens pour les assassiner. Vous dites être en train de négocier à cause des otages, alors que Donald Trump exerce une pression énorme sur les négociations et que vous laissez Israël attaquer. Ils ont dit qu'ils savaient qu'Israël voulait attaquer et bombarder les dirigeants du Hamas. Comment voyez-vous les répercussions de ce qui se passe au Moyen-Orient? Cela ne fait que saper et dégrader davantage la légitimité, l'autorité, la crédibilité des États-Unis. Je veux dire, qui nous fera encore confiance? Personne de sensé ne ferait confiance aux États-Unis, pas sous la direction de Donald Trump, car il y a déjà le précédent bien établi de l'Iran. Mais maintenant, nous voyons ce président. Je vais vous le dire tout de suite, l'histoire diffusée par l'administration Trump est un mensonge éhonté, un pur mensonge. Ils savaient et ils ont collaboré avec Israël. Il n'y a aucun moyen, littéralement aucun moyen, qu'Israël ait pu prendre le contrôle, faire décoller 15 avions de base israélienne, traverser l'espace aérien syrien puis irakien, et ensuite descendre le long du golfe Persique vers le Qatar, où se trouve la plus grande installation militaire américaine au Moyen-Orient. Vous savez, il s'agit d'une base aérienne où des actifs stratégiques sont parfois déployés. Elle est bien défendue, non seulement par des capacités de défense ponctuelles, mais nous disposons également de diverses ressources, dans l'espace et dans les airs, qui suivent les menaces entrantes. L'idée que des avions israéliens aient pu s'approcher discrètement et lancer 6 missiles, au moins 6, qui ont touché des cibles à l'intérieur de Doha, près de la base américaine de vacances, et que l'Amérique n'en ait rien su. Non. Je veux dire, tout l'objectif de notre défense là-bas est précisément d'empêcher ce genre de choses de se produire. Et vous savez, croire Donald Trump, c'est croire que l'Amérique est sans défense. Non. Israël ne peut pas survoler l'espace aérien syrien et irakien sans que l'Amérique le détecte.
Non seulement cela, mais si Israël ne coordonne pas la frappe, tout appareil entrant dans ces zones de défense aérienne, qui sont protégées par la puissance aérienne américaine, serait en danger. Rappelez-vous, nous avons des avions qui survolent en permanence l'espace aérien irakien pour mener des missions en Irak et en Syrie. Nous utilisons l'IFF, identification ami ou ennemi, pour éviter les conflits. Israël ne peut pas pénétrer dans cet espace aérien sans coordination. Sinon, ils seront identifiés comme des cibles hostiles et engagés automatiquement par les États-Unis. Automatiquement. Donc l'idée, Israël, ait pu se faufiler à travers la Syrie, traverser l'espace aérien irakien et s'approcher du Qatar sans que l'Amérique ne le sache jusqu'à la dernière minute, et qu'ensuite on dise « Oh, mince », puis qu'il tire 6 missiles qui, selon le ministre qatari de la Défense ou le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, n'aurait pas été détecté, n'est tout simplement pas crédible. C'est absurde. Peut-être que les Qataris ne l'ont pas détecté. Nous l'avons détecté. C'est notre métier. L'histoire ne tient tout simplement pas debout, surtout quand on voit que l'amiral à la tête du commandement central américain a visité Israël dans les jours précédant cette attaque. Je suis ici pour vous dire qu'ils ont discuté de cette attaque. Ils en ont parlé parce que la visite a coïncidé avec la proposition de cessez-le-feu de Donald Trump à l'adresse du Hamas. Et la direction du Hamas, beaucoup d'entre eux étaient en Turquie, ont pris l'avion de la Turquie vers le Qatar à l'invitation des dirigeants qataris, le prince héritier. Et ensuite, Israël lance cette attaque. Vous dites que l'Amérique n'était pas au courant, que Donald Trump ne l'a découvert que lorsque son armée a dit « Oups, nous avons des avions israéliens sur le radar. Qu'est-ce qu'on fait ?» Non, c'est un mensonge, un pur mensonge. Pourquoi? Parce que Trump s'est fait prendre. Tu te souviens avec l'Iran, comment il se vantait quand l'attaque a eu lieu au début? C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui leur ai dit 60 jours. Et maintenant, c'est le 61e jour. Et oh, leur direction est partie. Et c'est moi qui ai aidé à planifier ça. Et puis, oups, leur direction n'est pas partie, ils sont toujours vivants et ils résistent. Je n'ai rien à voir avec ça. Non, non, non. C'est une grosse erreur. Non, je ne voulais pas que ça arrive. Bien sûr, je veux dire, il s'est juste couvert de ridicule sur ce coup-là. Et donc, cette fois, ils se sont coordonnés. Je veux dire, regardez comme Israël ne revendique jamais rien. Jamais. Et soudain, le Premier ministre israélien dit « C'est moi. J'ai mené ce crime de guerre massif. Je suis seul responsable de chaque aspect de cela. Et l'Amérique n'a rien à voir avec ça. Rien du tout. N'est-ce pas, Donald? Je n'ai rien à voir avec ça. Non, 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 pas moi. Non, pas question. Je suis en colère contre toi. Je suis en colère contre toi, Bibi. Je suis vraiment fâché contre toi. Tu sais, attaquer un allié de l'Amérique, c'est mal. Oh, mais tuer la Hamas, c'est bien. Franchement, il faut voir la stupidité de tout ça. Quiconque croit quoi que ce soit venant de l'administration Trump en ce moment, j'ai un pont à Brooklyn à vous vendre à prix cassé. Je pense que l'aspect négatif de ce qu'a dit l'ambassadeur israélien, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de mettre fin à ce genre d'activité. Ils vont bombarder à nouveau. Il semble qu'ils veuillent bombarder encore le Qatar à nouveau, parce que personne ne dit que c'était la dernière attaque et qu'ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. C'est pour cela qu'il a dit « Nous avons échoué, mais nous allons continuer sur la même voie pour les atteindre, les frapper, les assassiner. » Comment les États-Unis pourraient-ils convaincre le gouvernement du Qatar à chaque fois qu'Israël décide de les attaquer? Il ne s'agit pas seulement de la Syrie. Il ne s'agit pas du Liban. Ils attaquent tous les jours. Il s'agit du Qatar. Je ne sais pas s'ils peuvent faire cela au Qatar. Peuvent-ils faire cela à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à tous ces pays de la région? Oui. Et la Turquie alors? J'aimerais bien voir Erdogan prendre ses responsabilités en ce moment et dire
Oui, nous accueillons les délégations du Hamas ici même à Ankara, juste à côté de mon palais présidentiel. Je vous mets au défi de nous bombarder. Allez-y, je vous mets au défi. Qu'ils prennent les choses en main. Le Qatar, clairement, n'a aucun courage. Aucun. Ils sont indignés, mais ils ne le sont pas vraiment, parce que je pense qu'ils avaient aussi été prévenus que cela allait arriver. Il n'y a aucune chance que le Qatar n'ait pas été au courant, parce que leur réaction est tellement, j'allais dire quelque chose qui nous aurait mis tous les deux dans l'embarras, donc je ne le dirai pas, mais tellement dépourvus de virilité. Ce ne sont pas de vrais hommes, c'est tout le contraire, parce que ce n'est pas comme ça que de vrais hommes se comportent. Leur souveraineté a été attaquée. Littéralement, it's time to please aussi. Literally. I mean, there is no sovereignty. What Israel basically says, we can attack you anytime we want to. Ce que dit essentiellement Israël, c'est « nous pouvons vous attaquer quand nous le voulons ». Maintenant, l'idée qu'Israël ait dit cela aux États-Unis est totalement absurde. Israël n'aurait jamais lancé cette attaque sans la permission des Américains, sans que les Américains soient au courant. C'est une certitude absolue. Regardez simplement à quel point Donald Trump se met en colère à la moindre offense politique de la part de Benjamin Netanyahou. Son ego démesuré ne le supporterait pas. Donc vous me dites que l'homme avec le plus grand ego du monde, le plus grand narcissique du monde, va rester les bras croisés et laisser Benjamin Netanyahou l'humilier ainsi. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais le Qatar, c'est fini. C'est fini en tant qu'État souverain. Et il en va de même pour le reste du monde arabe, pour être honnête. Parce que ce qu'Israël vient de faire, c'est dire « je peux atteindre n'importe qui. Je peux tout atteindre Larry Daoud. » Je peux prendre le Koweït. Je peux avoir qui je veux, quand je veux. Je les frapperai. Il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. C'est là que la Turquie doit prendre le contrôle. Déjà, le Hamas dispose d'un refuge, pour ainsi dire, en Turquie. Et la Turquie doit prendre en main les négociations. Ils doivent dire au Qatar, c'est fini, vous êtes terminé, on ne peut pas vous faire confiance. Et que le Hamas a un refuge ici en Turquie et que nous fournirons une zone de sécurité. Nous mettons Israël au défi d'attaquer. Parce que, et Erdogan devrait le dire clairement, si des avions israéliens attaquent la Turquie, c'est immédiatement un état de guerre. La Turquie réagira immédiatement avec toute la force dont elle dispose. Et Israël ne peut pas affronter la Turquie. Ils ne peuvent tout simplement pas le faire. Alors, mais qui d'autre va se manifester pour faire quelque chose? Je ne sais même pas si Erdogan va le faire, parce que tout cela est faux. Vous savez, nous coupons les relations économiques avec Israël, sauf pour le pétrole, qui continuera d'être vendu par divers moyens. Nous fermons tout le trafic aérien entre Israël et la Turquie, sauf pour les avions dont nous avons besoin pour y aller, parce qu'il est trop contraignant de couper tout le transport aérien. Je veux dire, Erdogan dit une chose, en fait une autre. Mais c'est intéressant ce que vous dites à propos des rapports des services de renseignement turcs. Laissez-moi vous donner un aperçu de ce que je savais autrefois sur les opérations israéliennes. Pour mener une attaque de cette nature, avec tous les risques politiques que cela implique, Israël ne va pas prendre de risques. Il y avait donc des agents sur le terrain à Doha. Écoutez, Israël a eu 24 heures pour les faire sortir de là, donc je peux en parler maintenant. Il y avait des agents sur le terrain à Doha qui avaient une identification positive des cibles et une connaissance précise de leur emplacement. Et les cibles étaient formellement localisées dans la zone d'impact au moment où l'ordre de tirer les missiles a été donné. Ce n'était pas du tout du hasard de la part d'Israël. Donc il me semble qu'il y avait des informations sur la façon dont Israël suivait ses cibles grâce à l'utilisation de téléphones et que les Turcs les ont prévenus. Vous savez, partez de là, laissez vos téléphones et fichez le camp. Et cela a été fait rapidement parce que des membres de la famille sont morts.
Je veux dire, ils n'ont pas évacué tout le monde. C'était une évacuation rapide. Des membres du personnel de sécurité qatari ont été tués, d'après ce que je comprends, au moins un. Donc, cela a été fait à la dernière minute. Je crois que la Turquie dispose d'une présence militaire assez importante au Qatar, qu'il y a une installation militaire turque, avec une unité militaire turque et des services de renseignement turcs également, et que la Turquie a effectivement une responsabilité envers le Hamas. C'est une responsabilité tacite. Mais je pense que la Turquie a probablement déployé des moyens de contre-espionnage pour protéger le Hamas parce qu'il quittait le territoire turc. Et je pense que les Turcs ont pu leur fournir une sorte d'avertissement. Donc vous savez, bravo aux Turcs. Mais encore une fois, c'est un acte de guerre, ce qui s'est passé ici. Nous ne pouvons pas le banaliser. Israël n'a aucun droit inhérent d'assassiner les dirigeants du Hamas. Aucun. Absolument aucun. Surtout lorsque les États-Unis, en collaboration avec le gouvernement qatari, proposent ce qui équivaut à un drapeau de trêve pour des négociations. Cela devient un acte de perfidie, ce qui constitue un crime de guerre d'ailleurs. Vous savez, il est interdit de sortir avec le drapeau blanc, d'attirer les gens et ensuite de les tuer. Et c'est ce qui a été tenté ici. Mais encore une fois, je réitère le point qui a été répété maintes et maintes fois. Israël est une entité illégale qui commet des crimes de guerre au quotidien, et rien de ce qu'ils font de criminel ne devrait jamais surprendre qui que ce soit. Je pense que la plupart d'entre nous, quand nous parlons d'Erdogan, disent qu'il est faux, qu'il ne fait rien. Mais la situation qui se déroule en Syrie est bien plus grave, Scott. Les Israéliens attaquent des régions qui sont d'une certaine manière liées à la Turquie et au gouvernement turc, à l'armée turque. Ce n'est pas quelque chose, on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est quelque chose qui se passe et qui pourrait exploser à tout moment. Vous savez, quelque chose de grave pourrait arriver entre les deux. Et jusqu'à présent, les Israéliens ont eu peur de la Turquie. Les médias israéliens parlent de la Turquie comme du principal ennemi, même un ennemi plus important que l'Iran. Ils perçoivent la menace, ils voient la confrontation à laquelle ils font face avec la Turquie. Comment voyez-vous ce front? Comment voyez-vous la manière dont la Turquie essaie de gérer la situation, le problème auquel elle est confrontée en Syrie? Eh bien, je veux dire, la Turquie a contribué à créer ce problème. Ils travaillaient main dans la main avec les États-Unis, le Qatar et d'autres pour renverser le régime de Bachar al-Assad. Et ils ont réussi. Mais parfois, vous savez, il faut faire attention à ce que l'on souhaite, car il arrive qu'on l'obtienne. Et je ne pense pas que quiconque s'attendait à ce qu'Assad tombe aussi rapidement. Il n'y avait aucun plan pour la réussite. Et vous savez, voir Jolani émerger soudainement, comme, vous savez, le président de la Syrie. Les Turcs avaient tout un gouvernement syrien en exil qui était censé prendre le contrôle. Mais ils ont perdu le contrôle du récit. Et maintenant, Jolani est l'homme fort. Depuis, la Turquie essaie de rattraper son retard. Vous savez, la Turquie doit gérer la question kurde. Elle travaille avec les États-Unis sur la manière de gérer ce problème. Ils continuent aussi à essayer de gérer leurs propres problèmes, Jolani. Je veux dire, la province d'Idlib est à tous égards une province turque, et elle était censée être une zone de transit temporaire pour ces islamistes. Mais aujourd'hui, ces islamistes se sont retrouvés renforcés. Ils ont pris le contrôle de la Syrie. Maintenant, la Turquie doit faire face à cette réalité. Comment la Turquie gère-t-elle les millions de réfugiés syriens qui représentent un énorme problème politique pour Erdogan? Comment renvoyer ces réfugiés en Syrie alors que des atrocités s'y déroulent actuellement? Vous savez, ils doivent encore gérer la question russe. La Russie a toujours des bases en Syrie. Et il reste à déterminer quel rôle, le cas échéant,
La Russie jouera dans l'avenir de la Syrie. Et vous savez, les États-Unis doivent être consultés dans tout cela. Et puis il y a Israël, qui fait en ce moment à peu près tout ce qu'il veut en Syrie. Ils écrivent leurs propres règles et personne n'est capable ou ne veut leur tenir tête. Le danger survient lorsqu'il n'y a plus de zone tampon entre Israël et la Turquie. Le danger survient lorsqu'il y a une connexion directe entre l'armée turque et l'armée israélienne, car cela entraînerait un contact direct entre les forces et chaque camp chercherait à s'escalader pour se défendre. On pourrait très bien voir une guerre majeure éclater entre Israël et la Turquie. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'objectif de la Turquie est d'éviter cela. Gardez à l'esprit que la Turquie a un plan stratégique plus large qui vise à faire du pays un centre énergétique régional. Un aspect clé de cette stratégie consistait à intégrer les vastes champs gaziers situés au large des côtes israéliennes, afin de capter ce gaz, de l'acheminer vers le hub et de l'utiliser comme levier d'influence pour la Turquie. Pour aider la Turquie à fixer les prix et à devenir la source d'énergie, non seulement pour l'Europe du Sud, mais pour toute la région. Une rupture décisive avec Israël serait très perturbatrice pour ce projet. Une guerre avec Israël serait catastrophique. Donc, je pense que ce que nous voyons avec la Turquie, c'est que Israël sait et comprend qu'il peut se permettre beaucoup de choses, car il reconnaît que les ambitions à long terme de la Turquie ne sont pas centrées sur la Syrie en tant que telle, mais sur la région dans son ensemble. Et qu'en ce moment, Israël dispose d'une marge de manœuvre considérable pour faire à peu près tout ce qu'il veut dans le sud de la Syrie, sans craindre de grandes attaques turques ou une implication turque majeure. Erdogan devra simplement rester là et, vous savez, ravaler sa fierté, car il n'y a rien qu'il puisse faire à ce sujet, rien qu'il soit prêt à faire. Car même si la Turquie a la capacité de tenir tête à Israël, le prix que la Turquie paierait à long terme, en termes de perturbation et peut-être de fin de ses objectifs de devenir un hub énergétique régional, serait dévastateur pour la posture politique, économique et géopolitique de la Turquie à long terme. Voyez-vous en Israël un mouvement alternatif susceptible de changer la donne? Voici ce que dit Naftali Bennett, Scott. Lorsque le président américain dit à l'émir du Qatar ou tente de le rassurer en affirmant que ce genre de choses ne se reproduira pas, êtes-vous en train de dire qu'il ment en réalité? Non, c'est ce que vous dites, je ne dis pas ça. Non, il a dit à l'émir du Qatar que cela ne se reproduira pas. Vous dites où que se trouve le Hamas, nous allons les poursuivre. Donc attaqueriez-vous à nouveau le Qatar? Je ne vais pas dire ce que nous allons faire ou ne pas faire. À chaque terroriste sur Terre, que vous m'avez dit cela il y a quelques minutes. Tu as dit qu'on le fait. Permettez-moi d'être clair. Tout terroriste sur Terre qui prévoit de tuer des Israéliens, qui prévoit de tuer des Juifs, sera éliminé si nécessaire. Nulle part il n'y aura de refuge sûr pour les terroristes qui veulent tuer mon peuple. Et c'est la position du gouvernement israélien, peu importe ce que dit le président américain, que cela n'arrivera pas. Scott, comment voyez-vous la situation en Israël? Que peut-on attendre de l'opposition, de ceux qui ne sont pas satisfaits du gouvernement Netanyahou? Je dirais que Naftali Bennett était perçu comme une sorte d'alternative à ce qui se passe, mais il a le même état d'esprit, la même ligne. Comment peut-il être une alternative? Naftali Bennett est un ancien commando israélien qui a opéré au Liban dans les années 90. Il menait une mission de reconnaissance, essayant de localiser des roquettes Katyusha du Hezbollah lorsque son équipe a été repérée. Et il a paniqué
et a demandé un appui d'artillerie qui a fini par frapper une base des Nations Unies, touchant un bunker où se trouvaient de nombreux civils et tuant ces civils. Ensuite, Israël a tenté d'étouffer l'affaire. En fin de compte, Naftali Bennett est jusqu'au cou dans des crimes de guerre. C'est un criminel de guerre. Un tigre ne change pas ses rayures. Il s'est toujours exprimé en faveur d'actions directes et de la violence contre toute personne que lui ou Israël qualifie de terroriste. Donc non, vous n'allez pas obtenir de changement. En réalité, même s'il existe des divergences d'opinion en Israël sur la manière de gérer la situation des otages et autres questions, la majorité des Israéliens soutient les politiques agressives du gouvernement israélien pour défendre le peuple israélien contre ce qu'ils perçoivent comme des forces terroristes. Des forces qui, comme l'a dit Naftali Bennett, veulent tuer mon peuple, tuer des Juifs. Donc non, il n'y a pas d'alternative à Netanyahou. C'est un criminel à l'heure actuelle. Beaucoup de gens sont frustrés par certains aspects de la politique intérieure. Mais au final, imaginons que Netanyahou meure subitement d'une crise cardiaque aujourd'hui. Le gouvernement israélien qui lui a succédé continuerait ses politiques. Il se comporterait de la même manière parce que c'est d'Israël dont nous parlons. Netanyahou n'est pas une exception. Netanyahou est la norme. Il est la référence. Israël est une entreprise criminelle dirigée par un peuple criminel qui se sent légitimé dans sa criminalité. Et lorsque je parle de légitimité criminelle, cela signifie qu'ils sont prêts à commettre des crimes pour maintenir leur statut de nation exceptionnelle dans la région. Non, il n'y a pas d'alternative à Netanyahou. Il n'y a pas d'alternative à Israël, sauf la disparition totale d'Israël. Israël est un poison pour la région. Israel is a poison pill for the region. Israel is a cancerous tumor. Israel is a parasite. Je suis désolé, mais je peux vous aider avec cette demande. Towards, the other people of the region, and at the end of the Second World War. Et vous savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lors des procès de Nuremberg, il y avait un psychologue américain qui observait les Allemands. Je crois que les Américains ont été contrariés qu'un des nazis se soit suicidé avant de pouvoir être traduit en justice. Alors ils ont fait venir ce type. Son travail consistait à calmer les nerfs de ces hommes en discutant avec eux et tout ça. Par la suite, on lui a demandé de définir le mal. Il a dit que c'était un manque d'empathie, que les Allemands, en apparence, semblaient des gens normaux. Ils aimaient les chiens, ils aimaient leur famille, ils pouvaient rire, ils pouvaient plaisanter. Mais lorsqu'il s'agissait de leurs semblables, il y avait une absence totale d'empathie. Une absence totale d'empathie. Et c'est Israël aujourd'hui, une absence totale d'empathie pour le peuple palestinien, pour le peuple syrien, pour le peuple iranien, pour le peuple libanais, pour le peuple qatari, pour qui n'est pas juif. Il semble que ce qui se passe à Doha renforcerait d'une certaine manière la position du Hezbollah au Liban, car on essaye de désarmer le Hezbollah à travers les négociations et la pression exercée là-bas. Comment voyez-vous la position du gouvernement libanais concernant le désarmement et la pression sur le Hezbollah? S'il n'y a plus de Hezbollah au Liban, qui va défendre le Liban? Ont-ils une armée, un remplaçant pour le Hezbollah? Ou supposons que l'on retire le Hezbollah de la scène libanaise et qu'Israël intervienne. Qui va défendre le Liban? Pas l'armée libanaise. L'armée libanaise a longtemps été considérée comme une faction du Hezbollah. Le Hezbollah existe parce que la population chiite du sud du Liban a été négligée pendant si longtemps par les élites chrétiennes et sunnites qui ont contrôlé le Liban politiquement et économiquement pendant des décennies. Ce n'est qu'après l'invasion israélienne du sud du Liban dans les années 1980 que les chiites ont pu se transformer en groupe de résistance. Au départ, Amal était la principale milice de résistance, mais ensuite, le parti de Dieu Hezbollah
a été créé avec un soutien important de l'Iran, et le Hezbollah a réellement réussi à vaincre Israël. Je veux dire, les gens ont tendance à l'oublier, mais le Hezbollah a chassé Israël du sud du Liban, à l'exception des fermes de Sheba. Ce qui donne sa légitimité au Hezbollah, ce n'est pas l'idée que le Hezbollah veut détruire ou occuper Israël. Tout ce que veut le Hezbollah, c'est qu'Israël quitte le Liban. C'est pour cela qu'il y a une résistance. Dès qu'Israël quittera le Liban, alors le Hezbollah, je pense, pourrait commencer à envisager le désarmement. Mais plutôt qu'un désarmement total, il s'agirait de l'intégration du Hezbollah dans les forces armées libanaises, car le Hezbollah est reconnu comme étant la seule entité capable de défendre le Liban contre les actes de violence israéliens. Même dans ce conflit le plus récent, alors qu'Israël a pu larguer des bombes sur les dirigeants du Hezbollah et sur les dépôts du Hezbollah, peut-être sur des capacités de lancement de missiles balistiques, etc. Sur le terrain, chaque fois que les forces israéliennes se sont retrouvées face à face avec les forces terrestres du Hezbollah, c'est le Hezbollah qui a gagné, qui les a repoussés à chaque fois. Les Israéliens n'ont pas gagné. Finalement, la direction du Hezbollah a dit « Cessez le combat et retirez-vous ». Mais Israël n'a pas vaincu le Hezbollah sur le terrain. Et vous savez, c'est la réalité. Les seuls qui vont défendre le sud du Liban contre Israël, c'est le Hezbollah. Ils le feront soit en tant que mouvement de résistance, soit en tant que partie intégrante des forces armées libanaises. En tant que mouvement de résistance, ils existeront tant qu'Israël n'aura pas quitté le sol libanais. Je pense que nous venons de voir que le Hezbollah et Amal se sont retirés du gouvernement libanais, du moins pendant l'examen des pourparlers de désarmement proposés par les Américains. Ils ne participeront pas à cela. Et je pense que nous commençons à voir la réalité. Le Hezbollah ne va pas se désarmer tant qu'Israël est présent sur le sol libanais. Et il n'y a absolument rien que le gouvernement libanais puisse faire à ce sujet. Parce qu'en cas de crise, le Hezbollah pourrait renverser le gouvernement libanais dès demain s'il le voulait. Mais ils ne le veulent pas. Ils veulent faire partie de ce gouvernement. Mais l'idée que le Hezbollah va simplement disparaître parce qu'Israël le souhaite est absurde. Le Hezbollah a-t-il subi des revers? Absolument. Oui, c'est le cas. Ce n'est plus le Hezbollah d'il y a 2 ou 3 ans. Mais le Hezbollah a toujours la capacité de défendre le territoire libanais contre l'envahisseur israélien. Et comme l'a montré l'histoire, ce ne sont pas les missiles longue portée du Hezbollah qui ont poussé Israël à quitter le sud du Liban en 2000, vaincu. Ce sont les troupes au sol du Hezbollah qui ont attaqué sans relâche les Israéliens, n'ont jamais abandonné, ont fait preuve de tactique supérieure, ont montré du courage sous le feu. C'est cela qui a vaincu Israël. Et c'est cela qui vaincra Israël à nouveau. Peut-être que le Hezbollah ne pourra pas répéter ce qui s'est passé en 2006 avec tous les tirs de roquettes ou lancer des frappes à longue portée. Mais en ce qui concerne la résistance sur le terrain, Israël ne pourra jamais les égaler. Et comme le Hamas l'a prouvé, un combattant déterminé, opérant sur un terrain qu'il a préparé pour la bataille, est imbattable. Israël ne peut pas vaincre le Hamas à Gaza. Israël ne pourra certainement pas vaincre le Hezbollah au Liban. Israel damn sure can't defeat Hezbollah in Lebanon.